Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui transforme le monde à une vitesse impressionnante, l'intelligence artificielle. De nos téléphones à nos hôpitaux, des banques aux écoles, l'intelligence artificielle est partout. Elle écrit des tests, crée des images, analyse des données, conduit des voitures et aide même à poser des diagnostics médicaux. Mais une question se pose. L'intelligence artificielle est-elle une opportunité pour le développement ou un danger pour l'emploi et l'humanité? Dans un contexte africain et particulièrement ici au Bénin, comment pouvons-nous utiliser cette technologie pour accélérer le progrès sans perdre nos valeurs et nos emplois? Et pour en parler, je reçois pour vous Zimé Songbian. Il est ingénieur, docteur de l'intelligence artificielle et des systèmes d'information. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité et je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait sur vos studios et je vous félicite et je vous encourage à continuer. Merci, docteur. Alors, vous êtes l'une des têtes, rares têtes bien faites en intelligence artificielle au Bénin. Comment appréhendez-vous l'intelligence artificielle par rapport au développement du Bénin? Oui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense que c'est un phénomène national, international. Partout, tout le monde a quelque chose à dire par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-être, je vais vous raconter des faits qui vont vous surprendre ou bien que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. À l'heure où je vous parle, il y a Google Translate qui traduit par jour plus de 140 milliards de mots et sans connaître, et ça se fait dans 109 langues sans avoir un traducteur physique. Et si je dois continuer dans ce même exemple, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a également Netflix, si vous connaissez Netflix, Netflix où on regarde des films. Oui. Donc, 90% des films que vous allez regarder ont été décidés par l'intelligence artificielle sans qu'il y ait quelqu'un qui connaît déjà d'avance vos goûts. Et si on doit continuer, vous savez, en 2024, la chimie, l'intelligence artificielle il y a une branche de Google qu'on appelle AlphaFold. Donc, ils ont reçu le prix Nobel de l'intelligence, de la chimie. Ils ont reçu le prix Nobel de la chimie. Pourquoi? Parce que en 18 mois, ils ont développé 200 millions de structures de protéines. Donc, autrement dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'on le veut ou pas, fait partie de notre quotidien. Donc, le Bénin doit se mettre au pas de l'intelligence artificielle. Oui, ce que je voudrais d'abord dire, est-ce que c'est le Bénin? C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde à tous les niveaux. Et de là, moi, je peux déjà vous dire c'est quoi l'intelligence artificielle. Et dès qu'on connaît évidemment, l'intelligence artificielle, c'est quoi pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Oui, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je commence par un exemple simple. Vous voyez, on veut apprendre à un enfant à connaître un chien sans lui apprendre que le chien doit avoir la queue, les pattes et autres. Mais on lui présente 1 million de chiens et c'est à travers l'observation qu'il fera de ces millions de chiens, il va déduire lui-même ce que c'est qu'un chien pour que demain, s'il retrouve un animal, il sait que ici c'est un chien. Un autre exemple, l'intelligence artificielle, c'est comme par exemple apprendre à conduire à une voiture en lui montrant uniquement 200 millions de cas d'accident et 200 millions de bonne conduite sans lui apprendre les règles de la route. Et à partir de ces exemples, la voiture elle-même finit par définir ses propres règles. Autrement dit, l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on permet à une machine d'apprendre à partir de l'expérience sans des règles. À partir de l'observation. À partir de l'observation des expériences, sans préalablement définir les règles. C'est ça que c'est. Quelle est la différence entre intelligence artificielle et intelligence humaine? Oui, la différence, elle est large parce que, comme le mot l'indique, l'intelligence artificielle est prioritairement basée sur les machines et c'est une exécution sans au préalable prendre en compte de certains aspects tels que l'émotion, le jugement, tels que les relations. Donc, l'intelligence artificielle est typiquement basée sur des statistiques standards, sur le traitement des données pour pouvoir en déduire automatiquement ce que c'est que là, pour pouvoir déduire la solution. Tandis que l'intelligence humaine
est composé de tout ce qui va de l'être humain, à savoir l'émotion, la réflexion, l'analyse, le jugement et même à la fin, l'intelligence humaine permet de faire la part des choses où on prend compte du contexte. Donc, c'est ça qui fait fondamentalement la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un domaine ou un secteur d'activité qui n'est pas encore impacté ou pris en compte par l'intelligence artificielle? Je pourrais dire que l'intelligence artificielle, pour continuer, l'intelligence artificielle est au-delà de la technologie. L'intelligence artificielle est aussi un phénomène macroéconomique. Et pour vous rappeler, sachez que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, par an, il y a plus de 300 millions de dollars qui sont investis en intelligence artificielle. Et quand on prend les grands groupes d'intelligence artificielle tels que Google, Amazon, ils investissent énormément. Ils ont un cash flow net de plus de 200 millions par an. Et quand on continue, 200 millions de dollars. 200 millions de dollars par an. Et quand on continue, quand on prenait par exemple le Nvidia, aujourd'hui sur le marché boursier, ils ont une capitalisation de plus de 4 600 milliards de dollars, ce qui fait environ plus de 2 500 milliards de dollars. Vous pouvez imaginer. Donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle est surévaluée. Et je peux même qualifier l'intelligence artificielle aujourd'hui comme étant un phénomène qu'on peut appeler comme une bulle de spéculation. Parce que la réalité, c'est autre chose. Donc, c'est un secteur qui, aujourd'hui, reçoit plus d'investissements que de revenus. Parce que à la fin, quand vous prenez par exemple OpenAI, sur $1 gagné, ils investissent 3,6 $. Autrement dit, ils travaillent à perte. Mais comme ils ont beaucoup de cash flow, ça veut dire qu'ils peuvent tenir sur 10 ans, chaque année en investissant énormément. Donc, il y a tellement beaucoup de levées de fonds en intelligence artificielle qui font que l'intelligence artificielle est comme, je l'ai dit, une bulle de spéculation comme l'a été l'Internet et la télécommunication de 1995 à 2001, où à la fin, les grandes compagnies qui sont dans le secteur telles que les Cisco et même Amazon ont fait faillite. En tout cas, ils ont perdu plus de 80% de leur capital. Et quand on remonte encore vers l'histoire, en 1840, on a connu aussi la révolution industrielle où il y avait le train et beaucoup de compagnies qui investissent dans les chemins de fer ont fait faillite. Mais tout ce qu'ils ont investi nous a permis aujourd'hui d'avoir un monde plus développé dans le domaine ferroviaire. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle, comme les autres exemples que je viens de donner, est aujourd'hui surévaluée et à la limite, si vous me permettez, je peux même qualifier de l'intelligence artificielle comme ce qu'on appelle un phénomène de ruée vers l'or. La ruée vers l'or, c'est au moment où on dit qu'il y a de l'or. Et en 1940, il y a acheté toutes les pelles de la ville. Et maintenant, les plus riches, ce sont ceux qui vendent des pelles. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout le monde couvre l'intelligence artificielle, mais la réalité est que tout le monde y rentre, mais au finish, c'est le consommateur final qui gagne. Les grands groupes, ils investissent et ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, autrement, pour finir avec votre question, l'intelligence artificielle prend en compte tous les secteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur que vous prenez, l'intelligence artificielle est déjà intégrée ou bien fait partie. Y a-t-il aujourd'hui un risque que l'intelligence artificielle remplace totalement l'homme dans un secteur? Non, la question, je peux répondre par oui ou non. Parce que quand on parle de secteur ou bien de métier, c'est l'ensemble des techniques, des conduites, des comportements, des jugements. Et comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle est purement technique. Donc, c'est vrai, il y a des métiers. Parce que, en fait, je pose la question parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés en écriture de discours, par exemple. Oui. Mais aujourd'hui, nos acteurs politiques, beaucoup parmi eux utilisent l'intelligence artificielle pour écrire leurs discours. Oui. Oui. Et même la traduction, aujourd'hui, vous pouvez traduire à partir de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous avez parlé de Google Translation. Donc, et aujourd'hui, c'est évident. Est-ce que il n'y a pas un risque pour ces personnes? Oui, il y a un risque pour les métiers donnés et principalement, c'est les métiers cognitifs. Ces métiers qui concernent le secrétariat, traitement des tests, la traduction et même les métiers de développeurs
analyse des données. Tous ces métiers, l'intelligence artificielle fait mieux que même les spécialistes qui sont là. Donc, mais comme je le dis, l'intelligence artificielle ne peut pas complètement remplacer certains métiers où on a à la fois la décision humaine. De l'expertise humaine. Oui, au-delà de l'expertise humaine, à la fin, on a besoin de la décision humaine. Et c'est la décision humaine qui permet d'évaluer et de dire, bon, on décide, on ne décide pas. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle est intégrée dans plusieurs secteurs. Il y a certains secteurs où l'intelligence artificielle ne pourra pas faire grand chose. Par exemple, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle peut remplacer, par exemple, le poste d'aide-soignant. Mais pour certains corps, oui. Par exemple, les corps des avocats, aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle qui prend des décisions juridiques sur la base des faits. Donc, il y a certains métiers, par exemple l'enseignement, où aujourd'hui vous pouvez être sur mais l'intelligence artificielle ne peut pas vous défendre devant le juge. Non. Donc, il reviendra toujours à un homme de prendre la décision. Oui, il reviendra à un homme de prendre la décision, mais l'intelligence artificielle, par exemple, quand je prends l'Inde, vous savez, l'Inde, ils ont créé un système de passation des marchés publics. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui lance les appels d'offres, évalue et prend même la décision finale. Alors, quand je prends les États-Unis, aujourd'hui, ils ont cet outil qui permet d'assister les juges. C'est vrai, à la fin, c'est le juge qui prend la décision finale, mais on se rend compte que l'intelligence artificielle peut faire toutes les analyses à tous les niveaux et il revient maintenant à la décision finale pour le juge. Nous sommes au Bénin et le Bénin, c'est un pays qui se développe, qui en tout cas émergent évidemment. Oui. Quels sont les avantages pour ces pays comme le Bénin en optant pour l'intelligence artificielle? Oui, je pense, comme je viens de le dire, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, l'intelligence artificielle, nous sommes à l'étape de la spéculation, où il y a de gros investissements. Et comme je l'ai dit, plus de 2000 milliards de francs CFA investis par an pour un domaine donné. Donc, beaucoup de pays africains ne voient pas donner ce. Les États-Unis sont déjà à plus de 81% d'investissement de l'investissement global de l'IA dans le monde. Alors, après ces années de spéculation, il y aura ce qu'on appelle une année d'évaluation de stabilisation. À partir de 2028, il y aura une stabilisation de l'IA et c'est après cette étape de stabilisation que les pays comme le Bénin et d'autres pays africains pourront en bénéficier. Mais le bénéfice qu'on aura, ce n'est pas en faisant un investissement direct sur les infrastructures, mais en profitant des solutions, des cas d'usage directs qu'on pourra faire. Alors, pour aller plus en profondeur, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs dans lesquels le Bénin peut déjà en bénéficier, où les outils existent déjà, tels que l'agriculture, tels que la santé, tels que l'éducation, surtout l'éducation. Avec l'IA, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire une éducation personnalisée, un suivi des performances des enfants, des étudiants et des apprenants. Au niveau de la santé, aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent de faire la télé, qui permettent de faciliter la téléconsultation, la télémédecine, où on peut faire des consultations à distance, on peut envoyer des résultats, l'outil analyse et sort des résultats. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour ce qui me concerne, moi personnellement, parce que c'est important, parce que j'ai soutenu ma thèse en intelligence artificielle en 2016, aujourd'hui ça fait 10 ans. De par mon expérience, j'ai compris que on peut faire beaucoup de choses. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais en France et je discutais avec des collègues qui étaient dans des grands groupes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle, il y a des algorithmes qui sont développés en notre sein et qui permettent à l'intelligence artificielle, au lieu d'être entraînée, d'apprendre et de connaître quelque chose qu'il n'a jamais appris. Et ça, je vous le dis, c'est une innovation. Donc, le cap est déjà là. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une solution qui m'a permis en 2 semaines de développer une solution qui permet de traduire le français vers Bariba, de Bariba vers français, sans aller voir individuellement la population pour prendre des phrases, enregistrer les audios, venir faire un traitement. Mais c'est l'intelligence artificielle qui, à travers une seule phrase, comprend et on lui demande de comprendre et à partir de là, d'observer et de créer.
Et si vous voulez, après, je peux vous montrer comment ça marche. On va revenir sur ça. Hein. Et quels sont, selon vos vues, les risques liés à l'intelligence artificielle? Il y a la perte, par exemple, la perte de confidentialité, il y a la cybersécurité également, autant de choses. Quels sont, selon vous, en dehors de ces aspects que j'ai évoqués, les risques liés à l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, il y a tellement de risques. Et les risques sont principalement liés à la protection des données à caractère personnel, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mettons sur le net est utilisé pour produire de données. Plus tard, le plus grand risque, c'est la multiplication des fake news. Il y a tellement de fake news qui font qu'aujourd'hui, le risque est qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et pour vraiment corriger cela, il va falloir prendre des mesures de régulation du secteur. Donc, au-delà de la stratégie nationale d'intelligence artificielle qui a été adoptée au Bénin, il va falloir qu'on aille vers une régularisation, si possible, sortir une certification, comme on est en train de le faire actuellement dans d'autres pays, une certification des contenus. Donc, quand on soit un contenu, on certifie le contenu pour savoir est-ce que c'est un contenu généré par l'IA ou bien c'est un contenu qui n'est pas l'IA. Donc, premièrement, il va falloir qu'on puisse réguler le secteur à travers la loi pour la protection des données à caractère personnel. Secondo, il va falloir qu'on mette en place un système de certification du contenu qui va permettre, quand vous voyez un contenu automatiquement, vous savez que c'est un contenu généré par l'IA ou bien c'est un contenu qui n'est pas l'IA. Troisièmement, la formation et la sensibilisation. Vous savez, en France, ils ont voté une loi qui interdit l'utilisation du téléphone portable à moins de 15 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez TikTok, par exemple, les algorithmes de TikTok, ce sont des algorithmes agressifs. Nous, on a étudié, on s'est rendu compte que ces algorithmes définissent votre vie. Or, en réalité, c'est l'IA qui devait s'adapter à la vie. Mais eux, ils ont fait de telle sorte que votre vie s'adapte à l'IA. Donc, au fur et à mesure que vous l'utilisez, il commence par comprendre vos goûts et vous redirige. Et finalement, votre vie est orientée vers ces choix. Donc, c'est à cadrer. Donc, il y a plusieurs niveaux qu'il faut vraiment cadrer. Alors, aujourd'hui, que faire pour que les jeunes puissent se former à l'intelligence artificielle? Ne pensez-vous pas qu'il faut maintenant intégrer des curricula de formation liés à l'intelligence artificielle dans nos universités et dans tous les secteurs? Parce qu'en réalité, nous sommes désormais appelés à vivre avec l'intelligence artificielle. Moi, vous savez, ça fait partie des points clés sur lesquels, quand les parents d'élèves, quand ils viennent me voir, mon enfant dit qu'il veut faire l'IA. Je dis non. L'IA, aujourd'hui, c'est une spéculation. Et à la fin, vous verrez que l'IA fera partie de notre quotidien. En réalité, nul n'a besoin de se faire former exclusivement en IA. Tout le monde est appelé à l'apprendre. Exactement, c'est ce que je veux dire. En réalité, on n'a pas besoin de se former spécifiquement à l'IA. Et moi, quand les parents viennent, je dis non, l'enfant peut faire la mathématique. Moi, je suis ingénieur mathématique avant de continuer vers l'IA, ce qui me permet d'avoir une capacité d'analyse un peu plus élargie. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes développeurs, on n'en recrute plus parce qu'il y a des outils qui permettent de le faire de bout en bout. Aujourd'hui, vous voyez, les analyses de sécurité des sites Internet, tout ça, on n'en veut plus. Les designers, on n'en veut plus. Donc, autrement dit, l'IA n'est pas un secteur où vous allez dire, je veux me former spécifiquement pour l'IA. Mais vous faites une formation de base. Par exemple, comme je viens de le dire, les mathématiques. Quand vous avez un background en mathématiques, ça vous sera facile de comprendre l'IA. Si vous voulez utiliser l'IA pour l'économie, vous faites une formation de base en économie et après, vous allez continuer et vous allez voir que ça vous sera facile d'intégrer l'IA en économie. Mais on ne peut pas commencer par l'IA parce que quand on commence par l'IA, on n'a pas ce qu'on appelle le background, on n'a pas de base. On n'a pas de base. Pas de base. Et c'est un appel que je fais aux parents d'élèves, aux parents d'étudiants, qu'aujourd'hui, face à la spéculation de l'IA, où tout le monde chante l'IA. Il faut d'abord avoir une base avant d'aller vers l'IA. Avant d'aller vers l'IA. À la limite, à partir de master, vous pouvez faire l'IA. Ou bien après le master, vous pouvez faire une formation spécifique dans un domaine en utilisant l'IA. Parce que dans les années à venir, l'IA sera intégrée et l'IA sera invisible, comme l'a été l'Internet. En réalité, comme l'Internet, l'IA sera dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons et invisible. Et ça sera intégré dans tout ce que nous utilisons. Faut-il aujourd'hui réglementer l'intelligence artificielle ou bien il faut laisser à la partie de tous comme ça parce que évidemment on en sait parfois des déviances. Oui, je pense que c'est à réglementer parce que il y a tellement de fake news.
Donc, évidemment, ma prochaine question, c'est comment éviter que l'IA soit utilisée pour diffuser de fausses informations? oui, c'est ce que je viens de dire. Pour éviter qu'il y ait de fausses informations, il va falloir créer une agence de certification. Pas forcément une agence, mais il va falloir trouver un mécanisme de certification du contenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, désormais, quand quelqu'un va publier quelque chose, il va pouvoir certifier si c'est pas l'IA ou pas. Ça va aider les populations qui ne sont pas bien instruites à comprendre que ce que je regarde là, c'est l'IA. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, j'étais avec ma fille en France et puis, bizarrement, j'ai ouvert TikTok. Et quand j'ai ouvert TikTok, il y avait un chat qui lavait les bols. Et ma petite fille, elle me regardait. Je ne savais pas qu'elle a observé cela. Et c'est après, moi, je suis allé me coucher. Elle me dit, papa, tu sais, le chat là, il peut laver les bols, hein. Tu vas m'acheter un chat. Je dis, quoi? Que le chat lave les bols, que de lui acheter un chat. J'étais dépassé. Et c'est après, je lui ai demandé, mais tu as vu le chat laver où? Il dit, non, dans ton portable. Et réellement, ça pose un véritable problème. Vous voyez? Donc, les enfants n'arrivent pas à faire la part des choses. Les enfants n'arrivent pas à faire la part des choses. Et j'invite les parents à ce qu'ils évitent que les enfants regardent les TikTok et tout ce qui est contenu Facebook et autres. C'est très, très dangereux. Vous pouvez imaginer. Ça façonne leur personnalité au-delà du réel. Au-delà du réel. Et ça, c'est pas bon. Et je continue. Elle a regardé, il y a des émissions, des trucs qu'on fait avec l'IA. Et puis, elle pense que c'est la vraie vie. Et parfois, quand on est là, elle dit des choses. Je dis, tu as appris ça où? Et après, je dis ça. Je pense que c'est fortement dit. Il n'y a plus d'écran. Je me demande, les parents, comment ils se tiennent. Donc, déjà, les enfants, la vie des enfants est façonnée par l'IA. Parce que l'enfant croit en ce qu'il voit. Or, la réalité, c'est pas ça. À quoi ressemblerait le monde dans 10 ou 20 ans avec ou sans l'intelligence artificielle? Je sais, vous êtes docteur en intelligence artificielle, donc vous auriez tout intérêt à ce que dans 20 ans, on soit toujours avec l'intelligence artificielle. Mais à quoi ressemblerait le monde alors avec l'IA? Oui. Dans un premier temps, et sans l'IA. Oui. Si entre-temps, l'IA connaissait peut-être une fin catastrophique. Non. Ce qui n'est pas envisageable. Oui, ce n'est plus possible. Okay. L'IA a déjà acquis, c'est déjà un acquis. Et vous voyez les portables iPhone 16, 17 qui viennent de sortir, l'IA est déjà intégrée. Donc, autrement dit... Évidemment, dans nos smartphones aujourd'hui, WhatsApp, tout et autres, là, l'IA vous propose des questions, des réponses. Voilà. Donc, autrement dit, l'IA fait partie de notre vie désormais. Dans 5 ans, quand on va passer la période de stabilisation, l'IA sera invisible, comme l'électricité et l'Internet. Dans 10 ans, aujourd'hui, il y a des recherches qui ont prouvé qu'avec l'IA, comme je viens de le dire, le prix Nobel de la chimie, on peut étendre la vie. Et aujourd'hui, il y a déjà des exemples, il y a déjà des expériences qui font que la vie, on peut avoir plus de 15 ans encore supplémentaires pour le renouvellement des cellules. Oui, justement, parce qu'on a dit que l'intelligence peut aider à poser des diagnostics médicaux. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a déjà ces cas qui sont sur la table. Et ce qui a même fait le fondateur de OpenAI, il a démissionné parce que suite au danger qui vient, il ne peut pas porter cette responsabilité. Mais c'est déjà là. Vous voyez, avec l'IA aujourd'hui, il y a des expériences qui sont en train d'être faites au niveau des cellules où on peut aller jusqu'à 120 ans, 140 ans. Donc, ça pose un problème d'éthique. Et quand on quitte ce secteur, l'enseignement, aujourd'hui, vous voyez, la plupart de l'enseignement est orienté vers l'IA. Et qu'est-ce que le monde va devenir d'ici 20 ans, 25 ans, 40 ans? Personne ne saura le dire, mais nous sommes à la course contre l'IA et les grands groupes. Chaque pays veut vraiment contrôler. C'est pourquoi les États-Unis investissent massivement. La Chine en fait de son mieux, mais la France, le grand stratège, observe et sait que d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura une stabilisation et l'IA sera orientée. Je vais vous dire encore une chose parce que vous avez dit que le danger est que l'IA aujourd'hui, l'IA consomme beaucoup d'énergie. L'IA consomme beaucoup d'énergie. Vous vous souvenez, ou bien vous savez que OpenAI, actuellement, ils sont en train de prévoir la construction d'une centrale nucléaire de plus de 23 gigawatts. Ce qui veut dire que des data centers consomment plus d'énergie que le Bénin. Je donne un exemple simple. Quand vous prenez ChatGPT et vous écrivez bonjour,
Le bonjour que vous envoyez, ça consomme ce qu'on appelle le GPU. Et la consommation d'un simple bonjour, ça fait environ 20 watts. Autrement dit, le fait d'écrire bonjour, ça consomme 20 watts. Et les 20 watts, en réalité, les portables se déchargent vite. Oui, mais là, c'est encore même une faveur. Parce que... En termes de connexion également, de data? Non, c'est là où on fait la différence. Il y a ce qu'on appelle les GPU, les graphismes qui permettent d'entraîner des modèles. Quand vous envoyez des requêtes, ces requêtes ne sont pas traitées directement sur le portable, mais le data cible directement de l'opérateur qui est à l'IA. Ce qui fait que un simple bonjour, quand vous utilisez ChatGPT et quand vous dites bonjour, vous consommez, chez eux, ils consomment environ 20 watts. Et les 20 watts, quand on fait le calcul, ça fait environ 2 à 3 gouttes d'eau. Ce qui fait que dans la journée, vous pouvez imaginer vous seul la quantité d'eau que vous consommez, la quantité d'énergie. Donc, ceux qui sont en train de construire une seule entreprise, 23 gigawatts. Ça fait 23 000 mégawatts. Ce qui fait quand on prend notre Maria Gleta, ça fait plus de 200 fois Maria Gleta pour une entreprise pour pouvoir exploiter l'IA. Imaginez pour plusieurs entreprises. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la dernière question, permet de résoudre des problèmes. Vous aviez commencé à parler de votre expérience, parce que j'allais vous demander, si vous étiez demandé de créer une solution pour votre communauté, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous aviez commencé à nous parler de votre expérience de la langue Bariba. Parlez-nous-en en fait. Oui, vous savez, c'est là l'intelligence artificielle est intéressante. Et c'est là que je fais appel à ceux qui ont appris vraiment et qui sont des ingénieurs. De par mon expérience, parce que actuellement je suis consultant à l'international, et on a développé des modèles et j'ai essayé d'appliquer ces modèles en Bariba. Aujourd'hui, on peut parler et l'IA répond en français. On parle en Bariba et il répond en français. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés... Si on parle en français, est-ce que l'IA peut répondre en Bariba? Oui, si vous voulez, on peut faire l'expérience. Bon, on reviendra dans une émission pour faire la démonstration à nos frères et sœurs du Bénin. Ça vous dit quoi? J'ai suivi, je pense, la semaine du numérique où les jeunes au Bénin ont proposé des solutions de langue qui permettent de créer des modèles qui permettent de traduire d'une langue en français nos langues locales. Mais ce qu'ils ont proposé, c'est un modèle qui consiste à collecter des milliers de phrases, à collecter des milliers d'audios, à entraîner le modèle et ensuite le modèle va permettre de comprendre la langue. Et l'entraînement de ces modèles nécessite une grande quantité de consommation des GPU. Donc, moi, avec l'IA, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je développe mon modèle et je lance. Et aujourd'hui, c'est ça qui permet de faire. Et en bon Bariba, vous avez trouvé une solution pour votre communauté. Effectivement, et je pense d'ici à là, on va mettre la solution. Vulgariser ça pour permettre à nos frères et sœurs Bariba de mieux comprendre la langue française et en même temps ceux qui comprennent français mais qui ne comprennent pas Bariba d'apprendre facilement la langue Bariba. Effectivement, et on le fera pour le Peul. Pour les langues, on appelle ça language of low language resources. Ça veut dire les langues qui n'ont pas de ressources qu'on ne peut pas trouver en langue. Donc, on le fera pour toutes les langues d'Itamari, le Peul, le Goum, les langues qui n'ont pas de ressources. Merci, docteur Songuen. Si vous pouvez, en quelques mots, vous présenter, en tout cas, je vous ai présenté en tant qu'ingénieur, docteur intelligence artificielle et système d'information, mais vous avez d'autres casquettes. Oui, effectivement, je suis d'abord un ingénieur en mathématiques appliquées à l'université de British University et en France. C'est après ça, j'ai fait aussi l'ingénieur en informatique en Chine à l'université des sciences et de la technologie. Et après ça, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle et système d'information. Et ma thèse même porte sur les systèmes de neurones qui permettent de faire l'évaluation des performances dans les pays de la sous-région. Donc, c'est après ça que j'ai travaillé dans plusieurs pays, en Chine, en Inde, au Japon, en Turquie. Et après, j'ai été appelé pour le gouvernement où j'ai travaillé de 2017 jusqu'en 2019 au ministère du Plan. Et c'est après ça que j'ai été aussi également nommé conseiller du ministre de 2020 jusqu'à 2023, chargé des projets numériques et de la digitalisation. Donc aujourd'hui, je suis un consultant international. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 semaines, j'étais en France pour des consultations, ce qui concerne l'IA et la stratégie d'innovation pour les pays.
Alors, donc, on vous reprendra une autre fois pour parler évidemment de votre solution et parler aller en profondeur avec l'intelligence artificielle en proposant à nos téléspectateurs des astuces, des applications pour mieux comprendre l'intelligence artificielle. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Je crois que vous avez pris du plaisir à suivre notre invité et je conclue en disant que l'intelligence artificielle n'est ni totalement bonne ni totalement mauvaise. Elle est un outil. Tout dépend de la manière dont nous décidons de l'utiliser. Si nous investissons dans la formation, l'éthique et l'innovation, l'intelligence artificielle peut devenir un puissant levier de développement pour notre jeunesse et notre économie. Mais si nous restons passifs, nous risquons de subir cette révolution au lieu de la diriger. L'avenir ne se subit pas, il se prépare. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission aussi enrichissante que celle-ci.